Pour une fois, le récit est relativement simple. Les faits se sont déroulés sur environ un siècle et demi. Les acteurs sont parfaitement identifiés et les publications sont accessibles. Je pourrais presque m'en dispenser. Et non, ne partez pas tout de suite. Cette histoire illustre la mutation fondamentale qui a eu lieu dans l'histoire de l'analyse entre le XVIIIe siècle, où l'on se préoccupait plutôt de calculs et de formules, et le XIXe, où l'on s'est mis à placer la rigueur et les concepts généraux avant les cas particuliers. La série binomiale est emblématique de cette transition entre l'analyse par les formules et l'analyse par les concepts. Quant à cette belle jeune femme, elle s'appelle Christine Kemp. Elle était la fiancée d'Abel quand il est mort de tuberculose à seulement 26 ans. Sur son lit de mort, Abel lui a fait promettre d'épouser un de ses amis, promesse qu'elle a scrupuleusement exécutée. Quelle noblesse, quelle belle histoire! Ah non, je ne vais pas vous resservir mon couplet sur le romantisme en mathématiques. Je vous raconte ailleurs Galois, Hamilton, Poncelet. Je vous parle aussi d'Abel à propos des équations du cinquième degré. Et cela devrait vous suffire. Comment dites-vous? Vous trouvez cela plus amusant que la formule du binôme? C'est un point de vue qui se défend. Bon, on verra si je change d'avis d'ici la fin de l'histoire. En attendant, j'espère qu'il n'y a pas de confusion dans votre esprit sur ce qu'est la formule du binôme de Newton. Pour m'en assurer, je vais utiliser deux dénominations différentes. La formule du binôme donne l'expression finie de a plus b à la puissance n pour n entiers positifs, a et b quelconques. C'est un résultat d'arithmétique ou d'algèbre. Son histoire est compliquée. Il est apparu sous différentes formes dans toutes les civilisations qui se sont occupées de mathématiques. Et ce n'est pas lui qui nous intéresse aujourd'hui. Sachez simplement qu'il n'y a aucune raison de lui associer le nom de Newton. Tandis que la série du binôme L a bien été trouvée pour la première fois par Newton. Voyons cela comme un théorème qui dit que la série dans le membre de droite converge pour tout x dans le disque unité ouvert et pour tout exposant n complexe et que sa somme est 1 plus x à la puissance n. Bien sûr, le résultat n'a pas été énoncé par Newton sous cette forme, ni avec ce degré de généralité. La série du binôme est la première de l'incroyable série de découvertes du jeune Newton. Cela se passait pendant l'hiver 1664-65. Newton avait tout juste 22 ans. Il était étudiant du Trinity College à Cambridge depuis à peine 3 ans. Mais non, il n'était pas assis sous un pommier, il n'y avait pas encore la peste à Cambridge, ne mélangez pas tout. Voici un des premiers manuscrits dans lequel Newton fait usage de la formule. Dans le premier encadré bleu, il écrit des puissances de 1 moins x2. Puissance 1,5, 1, 3,5, 2, 5,5. Sa formule du binôme lui permet d'écrire les développements en série correspondants, puis d'en prendre la primitive. Une primitive conduit à des aires sous la courbe, en particulier des formules d'approximation de pi, c'est-à-dire des quadratures du cercle. C'est le cas dans le second encadré bleu. En voici l'explication. Si vous prenez alpha égale 1,5 dans la série du binôme, vous obtenez le développement de racine carrée de 1 plus x. En remplaçant x par moins x2, vous développez en série l'équation d'un cercle. Et en prenant la primitive, vous calculez des surfaces de morceaux de cercle. D'où la quadrature que Newton annonce. Remarquez qu'il pousse les développements en série jusqu'à l'ordre 13. Et il ajoute ensuite, etc. Pour Newton, les séries qu'il manipule correspondent à des quantités concrètes. Il ne se pose pas la question des conditions de convergence. Comment avait-il trouvé cela?
Il l'explique dans sa seconde lettre à Leibniz, datée du 24 octobre 1676. Au début de mes études mathématiques, quand je lisais les œuvres de notre célèbre Wallis, en considérant la série par laquelle lui-même trouve l'aire du cercle et de l'hyperbole, etc., je trouvais qu'en posant m pour le second chiffre, le reste serait produit en multipliant continuellement les termes ainsi. Et il donne en bas de l'image l'expression du terme général de la série binomiale. Les exemples qui suivent montrent bien qu'il l'utilise pour un exposant fractionnaire quelconque, positif ou négatif. Notre célèbre John Wallis, le voici. Il tient à défendre la mathématique anglaise contre ce qu'il perçoit comme une tendance des continentaux à revendiquer des découvertes qui ne leur appartiennent pas. Il pousse Newton à rédiger ses méthodes et n'hésite pas à publier lui-même ce que Newton tarde à rédiger. Et c'est ainsi que la première parution imprimée de la formule du binôme se trouve dans son traité d'algèbre de 1685. Newton est cité à de nombreuses reprises dans ce traité, et voici ce que dit Wallis sur sa découverte de la série du binôme. Il observe alors ce que j'avais jadis recherché, mais sans succès, que l'on trouve les nombres suivants, etc. Et pour avoir été capable d'écrire ceci à 69 ans, Wallis a droit à tout mon respect. Pendant tout le XVIIIe siècle, la série du binôme a fait partie des outils de base du calcul différentiel, dans tous les manuels d'enseignement. Souvenez-vous qu'à cette époque, une fonction était une expression algébrique contenant la variable. Une grande partie des fonctions prises en exemple contiennent des radicaux. Leur développement fait donc intervenir la série du binôme. Ce que vous avez sous les yeux est extrait des Institutions analytiques à l'usage de la jeunesse italienne de Maria Agnesi. Je vous raconte ailleurs l'exploit que représente ce manuel. Maria Agnesi, qui ne recule jamais devant les gros calculs, vous explique ici comment développer une puissance quelconque d'une série infinie. La même année 1748 paraît un autre manuel à succès, également accessible sur ce site. C'est l'Introduction à l'analyse des infinis par Léonard Euler. La série du binôme figure au début du livre. Les fonctions irrationnelles se transforment habituellement en séries infinies par ce théorème universel, qui, vous le voyez, est énoncé pour une puissance rationnelle. Quelques pages plus loin, Euler ajoute: au reste, ce n'est pas ici le lieu de démontrer directement la loi de cette progression, ce qui pourra se faire facilement dans la suite par les principes du calcul différentiel. Il suffira donc, en attendant, d'en avoir prouvé la vérité par l'application que nous en avons faite à toutes sortes d'exemples. Ah, les principes du calcul différentiel, hein? Qu'avait-il en tête? Il le dit quelques années plus tard dans ses institutions de calcul différentiel. Comme vous le voyez, il part de la fonction y égale x puissance n, dont il écrit les dérivées successives pour appliquer ensuite ce que nous appelons la formule de Taylor. Et là, quelque chose ne va pas. Plusieurs choses en réalité. D'une part, les conditions de validité de la formule de Taylor sont tout sauf claires au moment où Euler écrit. Mais surtout, justifiées a posteriori par une formule qui en est en quelque sorte l'aboutissement de la théorie. La série du binôme qui en est une des bases et qui est considérée comme une évidence depuis le début du livre, eh bien cela ressemble fort à un cercle vicieux. Euler en est parfaitement conscient. Voyez-vous, on a souvent tendance à schématiser. D'un côté, Euler et les mathématiciens du XVIIIe
superbement dédaigneux de la rigueur et des démonstrations, à l'opposé, Cauchy et les mathématiciens du XIXe, obsédés par la perfection logique de leur raisonnement. Et s'il y a bien une morale que je voudrais que vous reteniez de cette histoire, c'est que la réalité n'est pas aussi tranchée. Jusqu'à près de 70 ans, Euler s'est préoccupé de trouver une démonstration élémentaire et rigoureuse de la série du binôme. En 1776, il avait présenté ce mémoire intitulé Nouvelle démonstration du fait que l'évolution newtonienne des puissances du binôme vaut pour des exposants fractionnaires. Il n'est paru qu'en 1787, après la mort d'Euler. Vous voyez ici le début du résumé en français. Tout le monde sait combien les démonstrations qu'on a données jusqu'à présent du théorème binomial de Newton laissent encore à désirer, pour les cas où l'exposant n'est pas un nombre entier positif. Plusieurs géomètres ont tâché, avec plus ou moins de succès, de remédier aux défauts de généralité de cette vérité si élémentaire. Notre auteur lui-même en avait donné autrefois une démonstration déduite de l'analyse infinitésimale. Mais comme cette analyse est fondée elle-même sur le théorème binomial, ce n'est pas sans raison qu'on lui a reproché une pétition de principe. Et M. Euler a avoué lui-même ce défaut, en donnant dans le 19e volume des Nouveaux Commentaires une démonstration libre d'induction, aussi bien que de toute considération qui ne soit pas élémentaire. Cependant, il ne paraît pas avoir été entièrement satisfait de cette tentative, car il revient à la charge dans le mémoire que nous avons sous les yeux, et il réussit à nous donner une démonstration beaucoup plus parfaite du théorème de Newton. Ce résumé faisait référence à un autre article d'Euler paru en 1774. Démonstration du théorème newtonien sur l'évolution de la puissance d'un binôme pour le cas où les exposants ne sont pas des nombres entiers. Dans cet extrait, vous voyez l'idée de base de ce que propose Euler. Il pose m entre crochets égale à la série entière dont il veut montrer que sa somme vaut 1 plus x puissance m. Il calcule ensuite le produit des deux séries m entre crochets et n entre crochets. Et il trouve m plus n entre crochets. Il ne lui reste plus qu'à montrer que cette équation a forcément pour solution 1 plus x puissance n. Il sait déjà que c'est vrai pour les entiers. Il le déduit pour les rationnels positifs, puis négatifs, et le tour est joué. Ou presque. Cette technique de l'équation fonctionnelle sera le point de départ de tous ceux qui chercheront une démonstration rigoureuse, jusqu'à Cauchy inclus. Dans ses leçons sur la théorie des fonctions, Lagrange consacre la troisième leçon aux fonctions dérivées des puissances et au développement d'une puissance quelconque d'un binôme. Et vous voyez ici son argument clé. Le premier coefficient du développement, qu'il note f de n, vérifie l'équation fonctionnelle f de m plus n égale f de m plus f de n. Dans ce domaine, comme dans bien d'autres, la rupture allait venir du jeune Cauchy et de son célèbre cours d'analyse de l'École royale polytechnique. Ah, enfin, voyons comment il démontre la série du binôme. Mais attendez, aux notations près, c'est exactement la démonstration d'Euler. Elle est où la rupture? Peut-être dans sa manière de résoudre l'équation 2 du chapitre 5? Allons voir. Ah, c'est bien l'équation qu'il a annoncée, celle que savait déjà résoudre Euler, Lagrange et bien d'autres. La vraie rupture est dans l'hypothèse. Déterminer la fonction phi de x de manière qu'elle reste continue entre deux limites réelles quelconques de la variable x et que l'on ait, etc.
Comme Euler et les autres, Cauchy vérifie la propriété pour les entiers positifs et négatifs. Puis il passe au rationnel. La nouveauté est qu'il utilise la continuité pour passer à la limite sur un réel quelconque mu. C'est toujours ce que nous appelons un argument de continuité. Mais si l'on revient à la série binomiale, cela veut-il dire que Cauchy a vérifié l'hypothèse de continuité? Ah, bien sûr, vous pouvez compter sur lui. La continuité de la somme d'une série entière est une conséquence triviale du tout premier théorème de son chapitre 6. Le voici. Théorème. Lorsque les différents termes d'une série sont des fonctions d'une même variable x, continue par rapport à cette variable dans le voisinage d'une valeur particulière, pour laquelle la série est convergente. La somme S de la série est aussi, dans le voisinage de cette valeur particulière, fonction continue de x. Silence gêné. Cauchy a vraiment écrit que la somme d'une série de fonctions continues est continue? Eh bien oui, vous l'avez sous les yeux. Le Cauchy, l'inventeur de la rigueur mathématique? Lui-même. Un qui est bien embêté, c'est Niels Henrik Abel. Ce portrait est signé du même Johann Gorbitz qui a peint le portrait de jeune femme que je vous ai montré au début, celui de la fiancée d'Abel. Il était installé à Paris et ce portrait-ci a été peint pendant le séjour d'Abel à Paris à l'été 1826. Et sa recherche sur la série du binôme, Abel l'a menée pendant son séjour à Berlin, à l'automne 1825. Et le 16 janvier 1826, il écrit à son ami Holmboe. Il ne se trouve dans les mathématiques presque aucune série infinie dont la somme est déterminée d'une manière rigoureuse. C'est-à-dire que la partie la plus essentielle des mathématiques est sans fondement. Pas même la formule du binôme n'est encore rigoureusement démontrée. Ceci est extrait de l'original de la lettre du 16 janvier 1826. Abel explique ce qu'il a obtenu sur la série du binôme en haut, puis il dit: le théorème de Taylor, base de tout le calcul infinitésimal, n'est pas mieux fondé. Je n'en ai trouvé qu'une seule démonstration rigoureuse, et elle est de M. Cauchy dans son résumé des leçons sur le calcul infinitésimal, où il a démontré qu'on a, etc. L'admiration d'Abel pour les cours de Cauchy est sincère. Voici le début de son développement dans l'article sur la série du binôme. Nous allons d'abord établir quelques théorèmes nécessaires sur les séries. L'excellent ouvrage de M. Cauchy, cours d'analyse de l'école polytechnique, qui doit être lu par tout analyste qui aime la rigueur dans les recherches mathématiques, nous servira de guide. Il définit ensuite ce qu'est une série convergente, pratiquement dans les mêmes termes que Cauchy et avec les mêmes notations. Et pourtant, il a parfaitement remarqué le théorème sur la continuité de la somme. Un peu plus loin, on trouve cette note de bas de page. Dans l'ouvrage cité de M. Cauchy, on trouve le théorème suivant. Et vous connaissez l'énoncé. Mais il me semble que ce théorème admet des exceptions. Par exemple, la série sinus phi moins 1,5 de sinus de phi plus etc. est discontinue pour toute valeur 2m plus 1 pi de phi. Il y a, comme on sait, plusieurs séries de cette espèce. On peut argumenter sur le sens que le mot théorème avait pour Abel. Pour nous, un théorème qui admet des exceptions, comme il le dit joliment, est tout bonnement faux. Il est possible qu'Abel ne l'ait pas perçu ainsi. Reste qu'il était bien conscient du fait que la démonstration de Cauchy pour la série du binôme était insuffisante. La sienne de démonstration est correcte, et c'est même la plus complète qui ait été donnée jusque-là. Abel traite
de toutes les valeurs complexes possibles de la variable et de l'exposant. Au passage, il introduit, entre autres, la transformation d'Abel et le théorème d'Abel de convergence radiale. Euh, Par contre, il ne semble pas avoir été conscient de ceux qui l'ont précédé, et qui avaient même précédé Cauchy. Parmi eux figure bien évidemment Gauss. Recherche générale autour de la série infinie dont vous voyez l'expression. C'est la série hypergéométrique dont la série du binôme est un cas particulier. En plus de toutes les relations fonctionnelles imaginables sur la somme, Gauss étudie les valeurs de x pour lesquelles la série converge, en fonction des trois paramètres. 3 ans plus tard, Bolzano consacre un livre entier à la série du binôme. Le titre exact est Le théorème binomial et ses conséquences sur le théorème polynomial et sur les séries qui servent au calcul des quantités logarithmiques et exponentielles, démontrées de manière plus exacte que jusqu'ici. Le livre fait plus de 160 pages. Pour vous montrer que Bolzano est au moins aussi strict que Cauchy et Abel, voici un exemple des lemmes qui jalonnent la démonstration. Bolzano exprime ce qu'est une limite égale à grand A en écrivant A plus oméga, où oméga peut être rendu aussi petit que n'importe quelle quantité donnée. Le lemme dit, si dans l'équation A plus oméga, B plus oméga 1, les quantités oméga et oméga 1 peuvent devenir aussi petites que l'on veut, alors A doit être exactement égal à B. En clair, Bolzano énonce et démontre rigoureusement l'unicité de la limite, ce qui n'était venu à l'idée de personne avant lui. Ouais, mais voilà, Bolzano, Cauchy et la naissance de la rigueur mathématique, il m'a fallu plusieurs histoires pour épuiser le sujet. Alors je vous propose de décider que celle sur la série du binôme s'arrête là. Comment? Pas d'anecdote croustillante sur Abel et sa fiancée? Eh ben non, j'ai pas eu envie, c'est comme ça. Vous n'avez qu'à fouiller dans les références, vous les avez sous les yeux.